Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de notre synthèse vidéo de l'actu IT et Télécom de la semaine du 7 décembre 2015. Édition toujours un petit peu particulière parce que Guy Hervier, qui nous accompagne habituellement dans nos studios, est encore aux États-Unis. Alors cette fois-ci, il a traversé les États-Unis puisqu'on le retrouve du côté de New York et plus précisément à Manhattan. Et Guy, je crois que vous vous proposez de nous parler non pas de la Silicon Valley, mais de la Silicon Alley. Ah oui, bonjour Jean-François. Donc, comme vous pouvez le voir, on est juste devant Manhattan. On est du côté de l'autre côté de la rivière à Brooklyn. Et donc, effectivement, le premier sujet de cette semaine, c'est le phénomène de la Silicon Alley, donc, qui n'est pas tout à fait nouveau puisque le terme est apparu dans les années 90, mais il commence à prendre un peu de substance. Et il se trouve qu'en ce moment, jusqu'à la mi-2016, il y a une exposition qui est organisée par la New York Historical Society, dont c'est précisément le thème. Est-ce que la Silicon Alley va prendre le pas sur la Silicon Valley ? Alors on n'y est pas tout à fait encore, mais en fait l'intérêt de cette exposition, c'est de nous montrer que finalement on pense que la technologie rime avec Silicon Valley, mais il fut une époque où en fait il y avait beaucoup d'innovations qui étaient faites dans la région de New York et du New Jersey. Et ça, on est dans les années, à partir des années 30 jusqu'aux années 60, où New York n'était pas seulement le centre de la finance, mais c'était aussi le centre de la technologie. Bon, évidemment, à l'époque, on parlait pas encore, il n'y avait pas encore le phénomène du logiciel. Il fallait poser les bases du matériel. Donc là, on est à l'époque des transistors, des tubes électroniques. Et donc les sociétés de l'époque, c'est IBM bien entendu qui a marqué de son empreinte toutes ces années avec le développement du mainframe annoncé en 64, et IBM a tout un tas de centres, des centres de recherche et puis des bureaux. Donc bon, évidemment le siège à Armonk, il y a Yorktown Heights, il y a White Plains, donc là tout ça dans le nord de New York. Il y a évidemment le ATT avec les Bell Labs, qui est un laboratoire extrêmement important à l'époque. Il y avait aussi Western Electric, et donc toutes ces entreprises ont travaillé au développement des bases de l'électronique qui ont permis ensuite au développement du microprocesseur et puis de ce qu'on a connu par la suite. Et donc vraiment New York était le développement, le cœur de toute cette révolution technologique, et la Silicon Valley n'existait pas encore. Alors la question qui est posée, c'est qu'on a posée au début, est-ce que la Silicon Alley va prendre le pas sur la Silicon Valley ? Évidemment, on n'y est pas encore tout à fait, puisque si on remet un peu les choses en perspective, on prend par exemple le deuxième trimestre de l'année 2015, et si on regarde le montant des investissements qui a été réalisé dans les startups, on va voir tout de suite qu'on a des ordres de grandeur de différence. Pour la région de la Californie, donc évidemment principalement la Silicon Valley, on a un montant de 19 milliards de dollars qui ont été investis dans les startups au deuxième trimestre 2015. Pour situer ça, en Europe, on est à 3 milliards de dollars. Donc on voit que la Silicon Valley à elle seule, c'est 6 fois le montant des investissements de l'Europe tout entière. Si on prend maintenant la région de New York, on est à 2 milliards de dollars, donc on est quand même extrêmement loin. Et puis il y a la troisième zone qui a joué aussi un rôle important dans l'ère de la mini-informatique. C'est ce qu'on appelle la route 128 dans les alentours de Boston. Et là, on est à un peu plus de 1 milliard de dollars. Donc on voit bien qu'on est à des ordres de grandeur différents, mais néanmoins,
Depuis quelques temps, depuis quelques années, il y a vraiment une résurgence du développement technologique qui fait que New York n'est plus seulement le centre de la finance, mais il y a aussi d'autres activités qui s'y créent. Et donc ce sont des activités qui sont liées évidemment à l'Internet, qui sont liées aux médias, qui sont liées à la publicité. Donc c'est un domaine un petit peu différent. C'est plus côté applicatif et côté orienté média, puisqu'il y a beaucoup de médias qui sont à New York. Mais néanmoins, comme on est autour du phénomène de la transformation numérique, des technologies Internet, toutes ces applications convergent et donc on voit bien que New York est en train de connaître une nouvelle révolution. Alors on change complètement d'univers et sans transition, comme on dit dans la meilleure émission de télévision, puisqu'on parle du cloud souverain à la française et du rachat ou de la reprise plus exactement de Numergy par SFR. Oui, alors là effectivement c'est on va dire la dernière étape d'une aventure un peu calamiteuse. Donc rappelons que il y a quelques années, l'État français décide de vouloir développer ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle toujours des clouds souverains. Donc partant de l'idée qu'il fallait que la France ait ses propres data centers et ses propres services cloud pour pouvoir avoir la maîtrise totale de ces données. Donc elle lance deux projets importants qu'elle finance par l'intermédiaire en particulier de la Caisse des dépôts à un montant de 150 millions d'euros. Bon, évidemment, si on rapporte ça aux investissements qui sont faits par les grands du secteur, à commencer par Amazon, on n'est pas des années-lumière, mais on est quand même assez loin. Mais enfin, 150 millions d'euros, c'est quand même pas négligeable. Et puis, donc, deux grands projets, CloudWatt d'un côté, Numergy de l'autre, avec donc d'un côté un investissement public, la Caisse des dépôts, et puis des acteurs, soit des opérateurs télécoms, soit des industriels, s'associant autour de ces deux grands projets. Le résultat, eh bien, il est tout simplement, on va dire, pour aller vite, catastrophique. Puisque finalement CloudWatt a donné ce que l'on sait et a été racheté par Orange en début d'année. Donc finalement on se demande où les 75 millions d'euros ont été engloutis. Et puis là c'est autour de Numergy d'être finalement racheté complètement par SFR, parce que SFR a récupéré les parts de la Caisse des dépôts et de Bull qui entre-temps a été racheté par Atos, donc on voit que tout ça est un peu compliqué. Donc Numergy, 75 millions d'euros, 2 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, au bout de 5-6 ans de développement, donc on voit que c'est quand même pas très brillant. La question maintenant est de savoir, il y a eu malgré tout des investissements, des développements de data centers. La question évidemment est de savoir ce que SFR va faire de ces infrastructures et est-ce qu'il va être capable, lui, de développer une véritable activité de cloud souverain. Donc la question reste posée et espérons malgré tout que ces investissements n'auront pas été faits en vain. Alors, on reste et on ne quitte pas le domaine de l'infrastructure puisqu'on parle d'HPE. Il vient d'annoncer Synergy, une nouvelle architecture pour ces serveurs qui va au-delà des environnements convergés. Alors effectivement, donc, vous avez bien entendu, c'est HPE, c'est pas HP tout court, puisque depuis quelque temps, les deux entreprises ont chacune leur destinée. Donc rappelons HP Inc. d'un côté et HP Entreprise de l'autre. Donc HP Entreprise, comme son nom l'indique, est principalement orienté sur l'entreprise avec les serveurs, tout ce qui est lié aux serveurs, infrastructures de stockage, réseau et puis services, outsourcing. Donc avait fait une pré-annonce en juin et donc là c'est Meg Whitman qui la semaine dernière à Londres a fait l'annonce de la concrétisation de cette nouvelle infrastructure. Donc c'est le projet Synergy qui est dans la mouvance de ce dont on parle depuis quelque temps, donc les systèmes hyper convergés. Donc évidemment HPE nous dit qu'il va au-delà de ce dont on parle aujourd'hui, au-delà des systèmes hyper convergés, puisque dans ce domaine c'est un peu à qui lavera plus blanc. Donc ces nouveaux serveurs hyper convergés, en fait l'idée c'est qu'on rapproche
tout ce qui est donc calcul, stockage et réseau, on rapproche ça avec un système d'interconnexion ultra rapide et on permet de faire donc du scale-out, c'est-à-dire de rajouter des nœuds en fonction des besoins, soit des besoins de stockage au fur et à mesure qu'on accumule des données en fonction des traitements. Et donc parmi les particularités de système, en fait, il y a au cœur de ce système Synergy, il y a un module qui s'appelle le composeur qui permet de faciliter l'adéquation du matériel par rapport au logiciel. En gros, l'idée, c'est de dire j'ai une application qui a tel besoin en calcul, stockage et réseau, et donc ce logiciel va permettre de le faire de manière beaucoup plus facile. Avec en plus l'idée de script ou de template, c'est-à-dire en gros on ne va pas redévelopper la roue à chaque fois, on a des besoins qui sont prédéfinis, on a un modèle et donc on peut, on applique ce modèle-là et donc le système est configuré directement en fonction des besoins. Donc c'est une annonce importante. Alors évidemment la question qui se pose pour HP, c'est que HP est un des principaux serveurs traditionnels. Donc ces serveurs hyper convergés qui ont la particularité de à la fois pouvoir traiter des besoins traditionnels, des ERP par exemple, mais aussi des besoins nouveaux, des services cloud ou des applications de type big data, donc des mondes un petit peu séparés. Et donc évidemment pour HP, la question est de savoir comment ils vont faire, comment ils vont pousser le curseur de chacune de ces deux offres, parce que d'une certaine manière elles sont un peu concurrentes. Néanmoins HP n'a pas le choix, puisque le développement des systèmes hyper convergés est quelque chose qui est là et contre lequel on pourra rien faire. Ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, vous avez souhaité revenir sur l'annonce du partenariat entre Lenovo et Nutanix. C'est l'occasion de faire le point sur la recomposition du marché des serveurs en entreprise. Effectivement, donc c'est un partenariat qui a été annoncé il y a déjà quelques semaines au niveau mondial et qui va être présenté cette semaine en France, pour la France, voir quelle déclinaison il va pouvoir avoir. Donc je pense que de tout ça, on peut tirer un certain nombre de conclusions. La première, c'est qu'on vient de le dire, les systèmes hyper convergés sont vraiment une tendance très très forte actuelle. Alors il faut quand même resituer les choses aussi là en perspective. Le marché des serveurs, c'est à peu près en gros à la louche, on va dire, c'est 50 milliards de dollars par an. Le marché des systèmes convergés, c'était 800 millions de dollars, donc on est à moins de 2%, donc c'est quand même une toute petite part. Mais c'est un marché qui, comme à l'époque, on se souvient, les serveurs Blade avaient des croissances phénoménales. Là, c'est un marché qui, dans 4 ans, devrait représenter 4 milliards de dollars sur un marché des serveurs qui chaque année peut augmenter ou baisser un tout petit peu, donc pas stagnant mais pas loin. Donc on voit que 4 milliards sur 50 milliards, on est à des ordres de grandeur qui sont un peu différents. Donc ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième, c'est que Lenovo devient maintenant un acteur important, donc rappelons, il y a HP, Dell et puis IBM maintenant qui est un peu derrière, puisqu'il a revendu une bonne partie de ses activités serveurs. Et puis donc Lenovo est un peu à la bataille avec Cisco. Donc Lenovo est un acteur de poids qui a un peu l'image uniquement d'un fabricant de hardware. Donc le fait de se rapprocher avec Nutanix pour développer des systèmes hyper convergés à partir de ses propres serveurs. Ils ont signé un accord récemment avec Red Hat, autour de OpenStack. Donc on voit que Lenovo est en train de développer son emprise et aller
au-delà de uniquement être un simple fournisseur de serveurs. Donc on voit qu'on est dans un monde en pleine composition et que donc, dans les années à venir, il y a un certain nombre de choses qui vont jouer, sachant que le pionnier de toute cette mouvance, c'est Cisco, et qu'en quelques années, il a réussi à avoir une place importante sur les serveurs, alors qu'il n'en faisait pas partie il y a seulement quelques années. Donc c'est vraiment un marché en pleine recomposition, et ça va être très intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Merci Guy pour cette analyse qui nous permet de refaire le point sur ce marché des serveurs en entreprise et la recomposition en cours. On aura bien évidemment l'occasion de revenir sur ce sujet dans les prochaines émissions. En attendant, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre synthèse vidéo de l'actu IT Télécom, émission un peu plus traditionnelle puisqu'on sera cette fois-ci dans nos studios. Merci, à bientôt.